Michel Onfray, bonsoir. Vous avez survécu à un infarctus, 2 AVC et 1 an d'Emmanuel Macron. Et vous êtes toujours là. Oui. 1 an de Macron, c'est le pire quand même. C'est pire qu'un infarctus et 2 AVC. Alors Michel, vous racontez votre 2e AVC dans un livre intitulé « Le deuil de la mélancolie, journal d'un AVC ». C'est un livre splendide. Et je dis pas ça parce qu'il m'est dédié, je dis ça parce qu'il est aussi dédié à ma femme en fait. Lorsque les gens me disent « Pourquoi est-ce que le livre de Michel Onfray t'est dédié ?» je dis parce que ma pensée l'a beaucoup inspiré. Alors tout commence sur un quai de la gare Saint-Lazare. Mais là, la SNCF, il n'y est pour rien, en fait. Il est arrivé à l'heure, cette fois-ci, oui. Ouais. Au bout du quai, je me suis senti comme troué par une lumière intérieure, percée, forée, traversée, perforée dans le cerveau. Oui, j'étais allé faire un tour sur les traces d'Artaud au Mexique et j'avais vu des clous qu'utilisaient les précolombiens pour faire des sacrifices. Ouais. Et en obsidienne. Et quand j'avais vu ces clous, ça m'avait donné une drôle de sensation dans le cerveau. Et j'ai eu l'impression vraiment qu'on montrait un clou dans le cerveau avec un coup de masque. Ah ouais. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Un clou d'obsidienne, quand même. Là, 5 médecins différents ne font pas le bon diagnostic. Et le 2 février 2018, vous êtes sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara. Et en vous entendant dire du bien d'Emmanuel Macron, elle s'inquiète. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais un peu. Parce qu'effectivement, je suis rentré immédiatement dans la foulée, j'ai pris le train de retour. Je suis allé aux urgences à Caen et mon médecin m'a dit, enfin le médecin que j'ai vu aux urgences m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai appelé ma Toubib qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. Un ami qui l'était mais qui ne l'est plus, qui était au RL, qui m'a dit, ça n'est pas un AVC. J'ai fait mon cours à l'Université populaire le lendemain. Il y avait 1000 personnes, j'ai tenu le coup tout de même. J'avais des papillons partout autour des yeux, un terrible mal de tête. J'ai fait une conférence en plus le jeudi, et puis j'étais sur le plateau de votre plateau d'Audrey. En fait, Audrey vous interviewe. Ensuite, elle vous envoie un SMS dans le taxi en vous disant, Michel, vous devriez quand même aller voir un radiologue quoi, pour faire un IRM. Elle m'appelle. Moi, j'étais en train de déjeuner, et c'est vrai que je réponds à personne, sauf à ma femme, évidemment. Elle me dit, écoute, il faut trouver un radiologue, appelle Gombert, il faut trouver un radiologue pour Michel, et vous y allez. Oui, on m'a fait un texto adorable en me disant, je vous en conjure, détournez votre taxi et allez à cet endroit où on fera une IRM. Et de fait, c'est là qu'on a vu que j'avais une vraie patate et c'était un AVC. Voilà. Là, vous êtes hospitalisé donc à Foch. Donc 5 médecins étaient passés à côté. Le pire de tous, dites-vous, c'est le docteur parce que lui, vous avez assuré qu'il n'y avait pas d'AVC, mais ensuite, il a nié avoir fait un faux diagnostic en maintenant, en fait, qu'il savait que c'était un AVC, mais qu'il ne vous l'avait pas dit pour vous épargner des émotions. Oui, c'est d'abord quelqu'un qui m'a demandé comment aller mon jet d'urine. Ouais. Alors, je me suis demandé pourquoi. Ouais. Si j'avais un problème avec ma prostate. Et je me dis, mais je vois bien qu'il y a des relations entre ma prostate et mon cerveau, mais je ne vois pas là le moment précis où ça aurait pu... Pas ce jour-là, quoi. Et il s'est trompé de... Oui, il a fait une erreur de diagnostic. Il m'a dit, vous avez un problème de vitré, donc l'œil. Il m'a pris un rendez-vous chez un ophtalmo à Paris, en me disant, cet après-midi, vous irez voir, etc. Et quand je suis allé chez le docteur Bomberg, 1 heure plus tard, lui m'a dit, non, non, pas du tout, c'est un AVC. Alors, les causes de cet AVC, en fait, c'est que l'hédonisme, ça bouche les artères, quoi, c'est ça. Oui, si on veut, mais il n'y a pas de problème de tuyauterie. C'est-à-dire que c'est ça le problème. J'ai fait un infarctus à 28 ans, vous l'avez rappelé. Il n'y a pas d'explication. Un premier AVC, pas d'explication. Un deuxième AVC, pas d'explication. On est dans la médecine de Molière. Dans 2 siècles, on rira de notre propre médecine. Diaphorius, oui. Diaphorius, parce qu'on dira, ben voilà, il y avait, je sais pas, un gène qu'on a isolé, et puis voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Par exemple, on vous dit, est-ce que vous faites bien du sport, est-ce que vous faites du vélo, est-ce que vous faites de la natation, vous buvez peut-être trop, vous fumez trop, vous êtes peut-être stressé, etc. Les enfants, dans leur berceau, font des AVC. Ils sont peu susceptibles de mal manger, de trop boire, de prendre des cuites, de ne pas faire assez de vélo. À 6 mois, on fait des AVC. En fait, quand votre femme est décédée, vous le dites dans le livre, vous avez pensé partir avec elle, et en fait, vous êtes retrouvé seul, infidèle à votre promesse, et il fallait vivre quand même. Et là, vous vous êtes mis à manger, à boire, à prendre trop de médicaments, et à courir dans tous les sens pour vous occuper l'esprit un peu. Je bois depuis toujours, mais peut-être trop. J'ai jamais été ivre, mais j'étais dans des quantités un peu d'ogre, et j'ai pris 15 kilos en 5 ans. Et donc, ces 15 kilos, personne ne m'a dit, ce serait bien que tu les perdes, y compris un médecin ami qui aurait pu me dire, fonds un peu, ça te fera pas de mal. Prenez beaucoup de médicaments, c'est-à-dire antibiotiques, cortisone, antihistaminiques,
quand même. Sur plein de choses, oui. Vous faites des allergies aux acariens, donc chaque début de saison, il fallait recommencer, antibiotiques, cortisone, etc. Et on accumule une espèce de pollution pharmaceutique et médicamenteuse. Et on dira aussi probablement un jour combien les médicaments tuent beaucoup. Voilà, il faut le dire aux gens, il ne faut pas trop en prendre. Quoi, non, voilà. En fait, vous étiez en train de vous suicider à petit feu d'une certaine façon, non? Oui, je crois que j'essayais d'être fidèle à ma parole, sans m'envoyer un coup de fusil dans la tête. Je crois que j'étais en train de me suicider doucement. Et que ce suicide doux, il y a un moment où on se dit, bon, il va falloir que ce soit clair. C'est un vrai suicide ou voilà. Voilà. Et si c'est pas un vrai suicide, alors on continue à vivre. Et si on continue à vivre, alors il faut faire, d'où le titre, le deuil de la mélancolie. Voilà. Alors les conséquences de tout ça, c'est effectivement que vous avez changé de mode de vie, donc vous avez perdu 10-15 kilos. C'est vraiment bien. Le plus dur, c'est quoi? Perdre 10 kilos ou perdre ses illusions? C'est perdre ses amis. Ouais. Parce que effectivement, il y a des gens qui ne font plus signe, il y a des gens qui n'appellent pas, il y a des gens qui n'envoient pas de texto, il y a des gens qui ont l'impression que les AVC sont contagieux. Et on ne se fait... Il y a des charognards aussi qui vous appellent à l'hôpital pour avoir la dernière interview de Michel Onfray. Oui, et puis il y a les éditeurs qui voudraient savoir si vraiment je vais encore pouvoir signer des contrats. Alors au sujet de votre cerveau, vous dites « Mon cerveau s'avère être mon meilleur ami et mon meilleur ennemi ». C'est vrai? Oui, parce que je suis sorti de mon milieu, enfin, je veux dire mon milieu modeste, le milieu de mes parents, grâce au livre, grâce à l'écriture, grâce à mon travail cérébral. Ah oui, c'est vrai. Et puis on se dit, bon, quand même, là, 2 AVC pour un seul personnage, ça fait quand même beaucoup. Alors, vous avez quand même perdu un quart de votre champ visuel. Ce qui fait que là, vous ne voyez pas du tout Laurent Baffy qui vous fait un doigt d'honneur sur le côté, là. Laurent! Non, parce qu'il faudrait qu'il soit là-haut, c'est le bord supérieur, gauche. Alors, la mort rôde autour de vous depuis votre enfance. Vous êtes hanté par l'angoisse. La mort, je n'en ai pas peur, mais elle est présente, oui, depuis toujours. Je raconte un peu que j'ai eu un vieux papa. Quand je suis né, mon père avait 38 ans, et que très vite, j'ai eu peur qu'il parte. Et il est parti à 88 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai toujours eu peur que la mort arrive. Puis il y a un moment donné où on se calme un peu avec ça. Mais c'est un peu l'avers et le revers de la médaille, ou le recto, le verso de la même feuille. C'est-à-dire que l'hédonisme n'est pas possible sans un sentiment aigu de la mort. Il faut savoir que la vie est courte, brève, que chaque seconde perdue est définitivement perdue, qu'on ne la récupérera pas, que la punition, elle est ici et maintenant, qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien au-delà, mais qu'il ne faut pas rater sa vie, on n'en a qu'une, quoi. La vie ne repasse pas les plats. Aujourd'hui, le malheur, le deuil, est traité comme une maladie. Oui, d'abord, j'ai toujours dit depuis la mort de mon père, d'abord, puis celle de Marie-Claude après, qu'on ne fait pas son deuil, mais que c'est le deuil qui nous fait. Et donc, on ne dit pas un jour, ah ben oui, voilà, il y a une espèce de feuille de route du genre, dans les 15 jours, il va se passer ça, 3 semaines après, 1 mois après, et vous allez passer par ceci, vous allez passer par cela. Ça ne veut rien dire. On perd des gens qu'on aime, qu'on n'aime pas, on perd des gens qu'on déteste, on perd des gens proches, on perd des gens âgés, on s'est préparé à la mort de certains. Certains partent d'un seul coup, d'autres ont 15 ans de maladie, 7 années de chimiothérapie pour Marie-Claude non-stop. Donc, évidemment, il n'y a pas une feuille de route du deuil. Mais c'est le deuil qui nous fait parce qu'effectivement, il faut vivre avec ceux qui sont partis. Et il ne faut pas succomber à ça. Il faut pas succomber à la mort des gens qui sont partis. L'athée que je suis se dit la meilleure façon d'être fidèle aux gens qui sont morts, c'est de vivre sous leur regard quand on les a aimés. Et en ce sens, la mort est acceptable. Vous pouvez l'applaudir. Alors Michel, est-ce que vous pensez que vous seriez plus heureux si vous croyiez en Dieu? Je pense, enfin dans l'idée que je me fais de la croyance en Dieu, il y a quand même cette idée forte que la mort n'est pas la mort, et que la mort c'est le début d'une autre vie, que dans cette autre vie on va retrouver les gens qui sont morts et qui nous ont quittés, que la vie d'après finalement elle est en relation avec la vie d'avant, et si on a tué une si on s'est bien comporté, on a mérité son paradis. Si on croit vraiment à des fariboles pareilles, on doit se dire mais vive la mort. Écoutez, je crois que le plus simple c'est d'en parler avec Dieu. Michel, c'est Dieu qui te parle. Tu m'entends? Hélas. Dis-moi, tu m'as encore fait faux bon? Non, mais c'est toi qui n'as pas fait le boulot jusqu'au bout. Ah, parce que vous tutoyez Dieu, vous. Oh, bah, tant qu'à faire. Ah oui, d'accord. Il me tutoie, donc... Et puis, je vous rappelle que depuis Vatican II, on tutoie Dieu. Oui, c'est pas Vatican II. Et on lui parle en français. Michel, tu n'as pas envie de voir ce que la vie après la mort te réserve? Ah, je serais assez tenté par
l'hypothèse de découvrir autre chose. Mais ce serait plutôt de l'astrophysique, moi, qui m'intéresserait sur ce terrain-là. Les mondes inversés, cette idée que le temps peut être, comme on dit, invaginé, c'est-à-dire qu'on retourne ça comme le doigt d'un gant, on pourrait presque revivre à l'inverse ce qu'on aurait vécu. Si Dieu était vraiment un astrophysicien, ça m'intéresserait d'avoir une conversation avec lui. Dommage pour moi. Michel, bon, je fais Dieu, j'ai pas la barbe, mais quand même, j'essaie de faire Dieu, quoi. Michel, qu'est-ce qui te donne tant envie de rester sur Terre, à part le fromage et le bon vin? Ça, c'est une bonne question. Je crois que la vie, en tant que telle, est une chose fabuleuse. Et il y a en moi une force qui me veut, ce que Bergson appelait l'élan vital. Et cette force qui me veut, elle est pour l'instant plus forte qu'une force qui ne me voudrait plus. Puis les femmes aussi, ça donne envie de rester sur Terre, non? On change d'époque quand on change de décennie. Je vais avoir 60 ans le 1er janvier prochain. Le rapport aux femmes n'est plus du tout le même. Donc ça paraît évident que les collections qu'on peut faire quand on a 30 ans, on ne les fait plus et on est plutôt, non plus dans une logique de quantité, mais dans une logique de qualité. On avait la quantité épicurienne quand on a 30 ans, on a la qualité stoïcienne quand on a 60 ans. Vous êtes grand-père, là, non? Alors, pour expliquer ça, il faut dire que j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude et qu'il y avait dans ma vie Dorothée depuis 25 ans, que Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée, que Dorothée connaissait l'existence de Marie-Claude. Dorothée a d'ailleurs été formidable sur la fin de Marie-Claude, m'a aidé pour les bouteilles d'oxygène de Marie-Claude, etc. Ce sont des choses qu'on ne raconte pas. Vous m'y amenez, je le dis pour la première fois. Et je le dis pour la première fois, je suis content que ce soit chez vous. Et il se fait que, oui, Dorothée a un grand garçon, une grande fille, Victoire, et avec Michael, qui est un adorable garçon, ils ont fait tous les deux un petit Augustin qui n'est pas saint, mais qui est adorable. Donc moi qui n'ai pas été père, je me retrouve grand-père. Félicitations. Michel Onfray, je voudrais te poser une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi t'obsèdes-tu tant à vouloir prouver que je n'existe pas? Je ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Moi, je suis dans une logique judéo-chrétienne, je suis un judéo-chrétien. On a 20 siècles derrière nous, 15 siècles on dira. Jésus, pour moi, est une fiction, c'est pas un personnage historique. Et ce qui m'intéresse comme philosophe, c'est de voir comment tout ça se construit. Que Dieu soit le Dieu monothéiste, non, ça, j'y crois pas. Avec une barbe ou sans barbe, ou qu'il ait des sentiments humains, qu'il puisse se venger, qu'il puisse récompenser, qu'il puisse tout voir, tout savoir. Ça, pour moi, c'est une fiction, à l'évidence. Mais j'ai pas envie forcément de nommer Dieu ce que l'astrophysique nous enseigne. S'il y a effectivement d'autres vies ailleurs, si notre vie continue sous une autre forme, moi j'attends que la physique m'en fasse la démonstration. Et si on veut appeler ça Dieu, j'ai rien contre Dieu. Ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les gens qui s'en réclament pour imposer leur mode de vie aux autres. C'est ça qui me gêne. Gott mit uns. Oui, ce qui me gêne dans Dieu, ce sont les religions, disons-le comme ça. Michel, si j'existais vraiment, que souhaiterais-tu me dire? Disparaît. Tom, il y a un truc là, une chose à laquelle je pense là, la question Colombo. Dites-moi, Michel Onfray, il y a un truc qui me chagrine. Vous attaquez beaucoup Emmanuel Macron, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans la battle, mais chaque fois vous dites que Emmanuel Macron est un roi. Mais c'est pas du tout. Vous avez vu The Crown? Non. Quand on voit The Crown, on comprend que Macron n'est pas un roi. C'est au plus un dictateur libéral, mais c'est pas un roi. C'est pas très cool pour les rois de dire que Macron est un roi, parce que les rois sont beaucoup plus respectueux des institutions qu'Emmanuel Macron, je vous garantis. Ah mais vous avez raison. C'est vrai. C'est vrai. Je suis dans un esprit polémique dans ce genre de texte. Donc, pour beaucoup, le roi, c'est le pouvoir autocratique et monarchique, c'est le pouvoir d'un individu qui décide indépendamment des lois. C'est Louis XIV. Mais les rois d'aujourd'hui, ils se comportent beaucoup mieux qu'Emmanuel Macron. Vous avez complètement raison. Oui. Mais même Louis XVI. Même Louis XVI, l'affection pour Louis XVI. Bien sûr. Et même pour Louis XIV, d'une certaine manière, on ne va pas comparer ce qui est incomparable. Ah oui, c'est l'anachronisme comparé. Absolument. Mais c'est une façon de parler. On a vraiment l'impression que les révolutionnaires sont tous des gentils, que les rois sont tous des méchants. Je jouais un peu sur ça, mais historiquement, c'est vous qui avez raison. Merci. Alors, il y a eu pas mal d'histoires, là. Benalla, c'est incroyable l'histoire de Benalla. La perquisition chez Benalla. Il va avec les flics chez lui, il n'a pas la clé.
On demande un bélier au commissariat. Le commissariat dit on n'a pas de bélier. Tout le monde va se coucher. Il n'y a pas un seul flic qui reste devant la porte de Benalla. Et le lendemain matin, quand on y retourne, on s'aperçoit que le fameux coffre qui doit contenir on ne sait quoi a disparu. Oui, et le parquet refuse de poursuivre. Donc l'affaire est enterrée. Ben oui. Donc on est chez Pasqua, on est dans la barbouzerie là. Ben oui, tout est dit, effectivement. Oui, oui, mais il y a plein d'histoires comme ça, je veux dire, depuis le début, et avec pas mal de gens. Il y a Agnès Salle qu'on réhabilite. Voilà une dame qui a utilisé des taxis pour ses enfants, 40 000 € de frais de taxi à l'époque où elle travaillait à l'INA pour ses enfants. Et cette dame qui a été condamnée a eu de la promotion Macron, promotion soutenue par Madame Nyssen, qui elle est dans l'illégalité aussi avec l'augmentation de surface. La surface de ses bureaux et de sa maison dans le sud. Absolument. Il y a la nomination de Philippe Besson. C'est extra. Il vient d'être nommé donc consul à Los Angeles. Oui. Bah, avec là encore une décision personnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu un décret qui a été signé par Macron, enfin choisi et décidé, pour qu'on puisse choisir quelqu'un qui sortait pour le coup du 3 août, il y a un décret du Quai d'Orsay. Habituellement, le Quai d'Orsay nomme des gens à ce poste-là, ça suppose quand même des compétences. Quand on est consul de France là-bas, on joue un rôle extrêmement important, et le fait qu'on écrive des romans, ça ne suffit pas. Donc effectivement, on est dans une dictature illibérale, pour le coup, alors que c'est au nom du libéralisme, de l'argent et du marché, et de fait, on peut se dire, mais les gens qui ont cru que Macron changerait quelque chose se sont trompés. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.